Salut à toi mon ami. Ah, j'ai plus l'heure. Il est à peu près, je crois, 8h40 du matin à Santa Monica. Et nous sommes le 9 août 2025. Et j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es inspiré et inspirant. Et que petit à petit tu trouves le chemin de ta vie. Un chemin qui a toujours été là et qui se construit au fur et à mesure que l'on avance. Alors, qu'est-ce que je voulais raconter aujourd'hui ? J'avais un sujet qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps, c'est celui de la notion de peuple. Je sens que je vais faire chier tout le monde. J'ai un amour, un respect, une tendresse, un émerveillement pour le peuple que je n'avais pas avant, lorsque j'étais adolescent en France, parce que j'avais été conditionné à mépriser le peuple. Et il m'aura fallu mon expérience américaine pour pouvoir comprendre des choses qui sont de l'ordre de l'humain, du sacré, et grâce au peuple, on va dire le peuple français, mais aussi le peuple américain, j'ai pu commencer à m'affranchir, à m'émanciper des conditionnements, des idéologies politiques. Et aujourd'hui, je voulais faire honneur à tous les peuples, à leurs symboles et aussi à leur rapport au sacré, et honorer leur identité, et leur connexion à leur culture. Voilà. Donc, c'est un de ces sujets qui est un peu délicat pour moi, parce que avec ma sensibilité, ce n'est pas juste un sujet intellectuel parmi tant d'autres. C'est c'est quelque chose qui est pour moi profondément humain, spirituel, poétique. Alors qu'en France, dans les années 80-90, je commençais à recevoir une sorte de conditionnement lié au mépris du peuple français. Et aujourd'hui, je suis heureux de m'en être sorti. Alors, comment ça s'est passé ? C'est que j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos où je suis assez sévère avec l'idéologie de gauche française et ses dérives à partir des années 90, on va dire autour des années qui représentent l'avènement de Touche pas à mon pote et de ses organisations antiracistes. Et donc j'ai les premières années de ma vie en France, j'étais, j'ai grandi sous le principe de l'assimilation. Et donc on peut le dire aujourd'hui sans honte, c'est que je pense être un pur produit de l'assimilation. Et donc j'ai pu bénéficier de cette France qui était identitaire, encore de droite, on va dire, droite conservatrice, pas forcément une droite parisienne plutôt une droite populiste. Et donc j'ai grandi et j'ai eu les meilleures années de ma vie à cette époque. Il y avait une tension entre la droite et la gauche qui était intéressante. Et donc je ne savais pas de quel bord politique j'étais. En général, la politique, c'était pas un truc qui m'intéressait. Et
Et j'ai eu les meilleures années de ma vie en France durant on va dire mes 10-15 premières années. Et, et donc j'ai été assimilé dès le départ et j'avais intégré dans ma chair que j'étais français et que c'était non seulement un honneur mais aussi une responsabilité, que d'une certaine manière j'acceptais de garder pour moi mes origines, de continuer à les honorer, mais surtout d'honorer l'identité française, son héritage, et voilà. Et en retour, j'ai pu bénéficier d'une culture extrêmement riche, d'une éducation dans un système public très puissant à l'époque, qui aujourd'hui aux États-Unis coûterait, je sais pas moi, 40 000 $ par an. Et donc voilà. Et mon propos dans cette vidéo n'est pas encore une fois de casser du sucre sur la gauche, mais et mon propos est de partager mon amour des peuples, et d'accepter sans jugement leur part lumineuse comme leur part sombre. Et donc j'ai grandi, et petit à petit, de manière culturelle, il y a eu des velléités subversives qui venaient d'une gauche à l'époque, qui me donne l'impression d'être une gauche, on va dire, conservatrice, donc qui avait encore un rapport à une sorte de norme et de morale. Et donc moi, naturellement, étant adolescent, grandissant là-bas dans les quartiers, c'était presque naturel, même si je ne me rendais pas compte que la gauche a fait un travail brillant, notamment culturel, pour gagner les esprits. Et donc, pour moi, je pensais être de gauche naturellement. Et alors que je ne comprenais rien du tout. Je voulais juste être subversif et je ne comprenais pas à l'époque que mes instincts de jeune, drivés plus par les hormones que par la raison, m'ont poussé à choisir, à me conformer, aujourd'hui je peux le dire, à me conformer à l'idéologie culturelle dominante, qui devenait dominante, qui était celle de la gauche. Et donc naturellement j'ai participé à ces expérimentations qui étaient touche pas à mon pote. Je comprenais que dalle, je voyais pas du tout la profondeur de l'endoctrinement et des velléités de destruction qui venaient petit à petit de cette gauche. Et donc j'ai grandi petit à petit en aspirant à ce que voulait la gauche de moi, c'est-à-dire de devenir un bobo parisien. Et donc voilà, donc sonnerie insupportable. Mais et donc j'ai grandi conditionné pour mener des combats qui n'étaient pas les miens, pour embrasser l'esprit victimaire et victimisant de la gauche. En fait, j'ai accepté d'être l'idiot utile de la gauche, qui voulait, pour des raisons électoralistes, idéologiques, m'exploiter, m'utiliser en me conditionnant
à devenir une victime et afin de prouver que leurs idéologies étaient vraies, basées sur le vrai. Et donc j'ai grandi et petit à petit, sans m'en rendre compte, j'ai grandi avec une peur et un mépris du peuple français. Et parce que la gauche avait transmis ce message en moi que le français était raciste, xénophobe, ou en tout cas que autour des grandes villes, dans le terroir, tu avais une sorte de monstre dégueulasse qui était ce français xénophobe, qui n'avait pas fait d'études, raciste et qui votait Front National. Et j'y ai cru. Donc, et puis en plus, j'ai grandi bizarrement avec des valeurs de gauche, mais en même temps, je me souciais peu vraiment de ce que l'autre vivait ou ressentait. C'est étrange en fait. C'est comme si j'avais été conditionné pour signaler la vertu plutôt que d'incarner la vertu. Et c'est un peu délicat pour moi de partager tout ça parce que je ne sais pas si vous avez dans vos entourages, c'est comme si tu discutais avec quelqu'un qui avait réussi à quitter une secte et c'est assez éprouvant. Et moi, pour m'être émancipé de la secte de gauche, surtout la gauche moderne, qui est pour moi une source de fascisme de la pensée, c'est assez éprouvant. Donc moi, c'est comme si mon identité s'était construite autour avec mon identité, on va dire politique, gauche. Et donc ça, je soupçonne en plus que les pensées ne sont pas innocentes et que la pensée est créatrice du réel. Et donc c'est comme si petit à petit quelqu'un me poussait tout doucement, gentiment, un petit peu plus au bord du gouffre, afin que je tombe en bas des escaliers. Et donc j'ai grandi avec ce discours ultra violent à gauche, révolutionnaire, destructeur de l'ancien, avec une forme de simplification intellectuelle du monde et une forme d'arrogance pour faire la promotion d'un monde nouveau qui aurait pour seul projet de détruire le monde ancien. Et j'arrivais pas à voir parce que j'étais à l'époque embrumé, mais donc on a petit à petit injecté en moi un mépris du peuple et donc j'ai vu ces personnes extrêmement intelligentes à gauche, extrêmement bien articulées, m'expliquer que j'étais dans le camp du bien et qu'en gros il n'y avait pas beaucoup d'efforts à faire, il fallait faire juste 2-3 manifs et je me rappelle bien, j'ai fait quelques manifs organisés par Touche pas à mon pote et je me rappelle à l'époque en fait dans le fond, pour être honnête, je m'en foutais, je voulais juste pas aller en cours et éventuellement rencontrer des jolies filles et donc j'en avais rien à faire et puis aussi je suis parti à quelques fois à certaines fêtes de l'UMA donc naturellement quand tu es à gauche tu es forcément connecté aussi au communisme et en fait je me suis régalé. Je pense que quand tu es jeune, je pense que c'est un grand kiff d'être à gauche parce que tu rencontres des gens. Il y a un désir en fait de révolution qui est plutôt un désir égoïste, inconscient, que je pense tous les jeunes ont, ce désir de trouver du sens, peu importe l'idéologie, mais être dans l'action. Et donc voilà, c'est comme s'il y avait l'instinct de subversion des jeunes qui avait été détourné pour détruire plutôt que de construire. Et donc je me suis fait avoir et j'ai grandi donc
petit à petit, en devenant petit à petit un bobo parisien. Des fois, je me moque de moi en me disant que j'étais devenu un représentant de Télérama. Et donc, petit à petit, non seulement le mépris du peuple grandissait en moi, mais aussi une peur du peuple. Et je me rappellerai très bien parce que il faut savoir que cette idéologie ces velléités cachées de mépriser le peuple apparaissaient dans le monde entier, donc dans les pays modernes occidentaux. Et il y a eu, je me rappelais toujours que c'est comme s'il y avait une cohérence entre moi qui, petit à petit, on me disait qu'il fallait mépriser le peuple, et j'y croyais, et même l'orientation culturelle, les artistes qui te bassinent avec le racisme, qui se sont fait leur beurre sur la misère des gens, et qui ont fait leur beurre sur le jugement et la simplification des problèmes humains, en identifiant le mal chez soit le patriarque, soit chez l'ultra-capitaliste libéral, bref, un truc. Et ce qui était fascinant, c'est que ces gens-là n'avaient aucune solution à part de tout détruire et de faire une sorte de table rase. Et donc, comme par hasard, pendant qu'on était en train de me conditionner à être un membre actif de la secte de la gauche moderne, encore une fois, mon but n'est pas de casser du sucre sur la gauche. J'ai eu des superbes années en étant de gauche, en étant vraiment, en me sentant subversif et en pensant que j'étais dans l'évidence. Ça m'a permis d'une certaine manière de simplifier ma perception et donc de pouvoir, quand j'étais ado, de jouir de la vie sans me prendre trop la tête. J'étais persuadé d'être dans le camp des gentils et que le peuple était méchant. Et ensuite, à ce moment-là, pendant que ce travail ultra actif de la gauche culturellement et dans les esprits, entre ce fascisme de la pensée culpabilisant, si tu pensais pas comme la doxa, donc tu étais un raciste, je voyais pas le truc, parce qu'il y avait une cohérence entre ce qui était dit à l'époque et aussi l'orientation culturelle mondiale. Je me rappellerai très bien lorsque j'étais parti au cinéma pour voir Le Bossu de Notre-Dame, et c'est fascinant parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait j'ai été endoctriné pour intégrer la secte de gauche. Je regardais Le Bossu de Notre-Dame et il y a une séquence où à un moment donné le bossu est au milieu de l'arène et tu as tous les spectateurs qui expriment leur mépris en balançant des tomates et j'ai trouvé ça la séquence hyper violente, humiliante et tout ça, et je croyais que les personnes qui étaient dans l'arène, c'était le peuple qu'on m'avait décrit, qu'on m'avait vendu comme horrible, xénophobe, baveux, presque ayant la rage, et donc incapable de finesse. Et donc même les films à l'époque renvoyaient en boucle le même message. Le mépris, la nécessité du mépris et de la destruction des peuples. Et à l'époque, je ne me rendais pas compte. J'étais aveugle et puis immature. Et donc j'ai grandi en méprisant le peuple, en me disant que c'était des bouseux, racistes, machin, alors que je n'arrivais pas à voir, c'est étrange, je n'arrivais pas à voir l'autre. Et pourtant, je prétendais être amour, compréhension, tolérance. Et en fait, je n'étais qu'un pion dans cette architecture idéologique. Et
ce gigantesque broyage et lavage de cerveau brillant qui a été initié par la gauche et encore pire par la gauche moderne. Et donc voilà, donc forcément lorsqu'on méprise le peuple, donc des amalgames se font, et donc j'ai tout mis dans le même sac, les religions, le christianisme, le peuple. Pour moi c'était une grosse bouillabaisse de gens qui n'avaient rien compris. Enfin, je réalise aujourd'hui quand j'en parle à quel point j'ai honte, parce que l'héritage culturel des pays, notamment de la France, qui a plusieurs milliers d'années dépasse l'entendement. Et moi, c'est comme si en fait je m'étais organisé dans ma pensée une réflexion qui me rendait acceptable cette absurdité et cette dissonance cognitive. En gros, je connaissais rien. Et donc quand je suis parti aux États-Unis en 2001, c'est là que j'ai commencé à avoir accès au peuple américain qui grâce à sa culture, grâce au père fondateur, grâce à avoir réussi à maintenir son lien avec le sacré et sa transcendance, a permis que le peuple américain conservateur au centre des États-Unis a réussi à se maintenir et à lutter face à l'évolution du monde. Et donc je me retrouve aux États-Unis et j'ai eu la chance de pouvoir donc rencontrer ce peuple américain durant mes road trips. Un de mes plus grands plaisirs ou un de mes plus grands kiffs, c'est vraiment le road trip solitaire. Et donc j'ai traversé des États, et je sentais petit à petit comme l'Amérique a réussi à une sorte à assumer sa connexion au sacré, fait en sorte que chez moi, petit à petit, il y a des portes qui commencent à s'ouvrir, et j'ai pu commencer grâce à l'héritage américain, je ne parle pas de géopolitique ou de l'aspect économique, mais il y a quelque chose lié à l'histoire américaine et aussi à ce document considéré comme sacré qui est celui de la Constitution américaine, quelque chose qui a permis de protéger le peuple américain, quelque chose que je crois on a perdu en France, notamment le rapport au sacré. Et donc moi qui à l'époque n'écoutait que les informations qui m'arrangeaient, donc moi j'étais resté dans cette bulle idéologique, et donc voilà, donc j'entendais les news mainstream américaines comme MSNBC et tout ça continuer en permanence en parlant du peuple comme tantôt suprémaciste blanc, tantôt xénophobe, tantôt mais un mépris à vomir. Et moi, petit à petit, j'ai compris que petit à petit, il y avait un peuple qui ne voulait pas disparaître, qui voulait honorer ses ancêtres et qui assumait complètement son identité, l'identité des pères fondateurs, des hommes blancs, chrétiens. Et donc j'ai eu accès donc en faisant mes road trips, j'ai pu avoir accès au peuple américain et voir des gens vraiment, vraiment, pour moi aujourd'hui,
plus fiable que les bobos parisiens, plus gentils, en gros, j'ai rencontré uniquement des gens simples, agréables, respectueux, et j'ai eu des interactions hallucinantes. J'ai traversé donc les États-Unis, j'ai traversé pas mal d'États, petit à petit, d'une certaine manière, mon amour pour le peuple s'est libéré. C'est marrant la vie en fait, parce que tu te retrouves des fois à être conditionné à mépriser des gens sans savoir pourquoi, plus pour exprimer une souffrance ou une errance. Et après, tu te rends compte que c'est plus compliqué que ça, et en fait, le conditionnement qui m'a été fait de rejeter le peuple français ou de mépriser les peuples en général par rapport à une présupposée insuffisance ou cette insulte que le peuple serait animal, bestial, dégoûtant, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et donc grâce à mes périples, j'ai réussi petit à petit à connecter avec le peuple américain, à être sincèrement curieux, et je me rends compte en fait et je découvre donc un peuple qui a des valeurs finalement nobles, qui sont des valeurs d'une sorte de droite conservatrice. Il faut savoir que la droite conservatrice américaine, c'est pas notre droite parisienne. C'est plutôt une sorte de droite identitaire, traditionnaliste, ce qu'on appelle les blue collars. Ces gens de différentes industries manufacturières et qui vont à l'église et qui se soucient surtout d'honorer leurs ancêtres, de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir nourrir leur famille, et donc ils ont un set de valeurs qui ont été méprisées par les bobos parisiens, les bobos de gauche, et qui sont honneur, patrie, famille, le rapport au sacré ou à Dieu, la responsabilité individuelle, l'effort, le courage, la fiabilité. Et donc moi, qui avais été conditionné à voir le peuple comme un peuple raciste, je suis tombé des nues, parce que je suis rentré... vu que je suis un pur produit de l'assimilation française, donc moi j'ai un respect pour les peuples. Lorsque je vais dans un pays, je m'incline face à son histoire et à son identité, je ne cherche pas à le changer. Et donc il m'est arrivé des fois dans mes road trips de rentrer dans des bars où il n'y avait que des cow-boys. Et j'arrive, que des cow-boys blancs, et j'arrive et je suis là avec mon teint bronzé, mais j'arrive avec mon sourire et je commence à parler et tout, et il n'y a rien eu, j'ai choqué personne. Je pense que ça aurait été une autre affaire si j'étais entré en djellaba, tu vois. Mais et donc j'ai découvert un peuple américain incroyable, et bizarrement une sorte de sagesse et une intelligence liée au peuple que je pense on perd lorsqu'on sombre dans l'intellectualisme et dans les certitudes mathématiques. Et donc là, je me retrouve vraiment presque comme... J'avais envie d'avoir un chapeau de cow-boy presque, tu vois, et d'avoir un troupeau un bétail, du bétail, un peu comme le cow-boy de Marlboro. Mais et j'ai été choqué de me rendre compte à quel point on m'avait endoctriné pour rejeter le peuple. Et je me retrouve donc à traverser des États, à croiser
des gens de toutes catégories sociales. Et voilà. Et ce qui était fascinant, c'est surtout mon expérience et mes voyages dans le Maine, c'est que la nature là-bas, le climat est tel, il y a vraiment 4 saisons, il y a des hivers qui parfois peuvent durer 6 mois. Donc le peuple, d'une certaine manière, c'est comme si la nature réduisait les extrêmes. Donc l'extrême gauche ou l'extrême droite est atténuée, voire comment dire, simplifiée ou réduite, parce que le climat, la nature, même l'aspect économique sont tels que les gens ont compris qu'ils ont besoin des uns des autres. Et donc dans les interactions, il n'y a jamais de conversation politique. Et je me rappellerai toujours, c'était que... Bon, moi j'ai fait mon travail, il y avait plus de 10 ans, j'ai commencé à m'affranchir, à me séparer de l'idéologie de gauche et à commencer à être plus dans un travail personnel plutôt que d'être dans l'idéologie et dans l'idée d'avoir des certitudes injectées par d'autres. Et donc j'ai commencé mon chemin il y a plus de 10 ans et à me libérer de toutes les idéologies. Et donc je me rappellerai toujours, j'ai loué plusieurs fois la même maison dans le Maine, au bord d'un lac. Et donc j'ai sympathisé avec les personnes et on est resté en lien. Et c'est un couple étonnant parce que c'est comme si en fait la vie nous poussait à revivre les mêmes expériences dans d'autres environnements, comme une sorte de, j'en parle souvent, comme une sorte de répétition, genre, ou une sorte de fractal mathématique. Et donc moi, en allant dans le Maine pour soigner mon cœur et mon âme, et prendre mes distances avec ma situation personnelle, de ce qu'il y a pu avoir avec mon père ou avec mes enfants, j'arrive là-bas et là je rencontre donc ce couple qui m'a loué cette maison. Et là j'apprends, donc je sympathise avec le mec, et là j'apprends que le mec c'est un conservateur de droite américaine, typique, qui était un ancien shérif. Et on s'entend bien parce que j'avais fait tout le travail nécessaire pour comprendre la droite conservatrice américaine et sans jugement. Et donc on arrive à s'entendre et il commence à me révéler que voilà, que lui est bien de droite conservatrice, voire populiste, et que sa femme est démocrate de gauche. Et donc c'était émouvant pour moi de voir que ça pouvait exister. Et donc il m'explique qu'il habite dans un quartier où il n'y a que des gens de gauche, des démocrates, et qu'il ne parle jamais de politique parce qu'il sait bien que ça ne sera pas très bien vu. Et on continue à sympathiser, à s'entendre, à se rejoindre dans un certain nombre d'idées. Et puis là, il me révèle qu'en fait, qu'il a divorcé il y a quelques années de sa précédente femme et qu'il n'a plus de relation avec sa fille depuis 4-5 ans. Et ça m'a fait penser à ma situation. Et donc c'était marrant de me retrouver dans le Maine, parler à un conservateur qui lui aussi a une relation compliquée et brisée avec sa fille. Et on est là, avec son chien qui se baladait autour, devant un lac, à échanger. J'avais l'impression d'être dans un livre de Paul Auster. Et là, donc bizarrement, j'ai jamais eu de connexion aussi profonde et humaine qu'avec des gens plutôt du terroir américain, conservateurs, ces gens qui ont été moqués parce qu'ils croient en Jésus-Christ et ils vont à l'église. Et je réalise à quel point
à quel point j'étais en errance, à quel point, à quel point j'avais été enchaîné dans ma perception, dans mon âme, dans mon cœur. Et, et c'est dans l'effort et dans la souffrance qu'on réussit à se libérer. Et donc voilà, donc depuis j'ai une partie de moi qui est amoureuse de cette Amérique. Il m'aura fallu peut-être une dizaine d'années pour comprendre et apprécier la culture américaine, et qui est bien critiquable à bien des égards, mais voilà, j'ai l'impression que la brillance des pères fondateurs ont permis à ce que le peuple américain, celui qui est méprisé par la côte ouest et la côte est, la côte de New York ou la côte de la Californie, en fait, il y a quelque chose qui est de sacré, qui est inscrit dans la Constitution et qui est l'amour des anciens, et qui fait que le peuple américain a encore les moyens de son amour et de son émancipation. Et un jour je parlerai de la puissance derrière de tout ce qui peut nous apparaître en France comme minable, médiocre, notamment à certains articles de la Constitution américaine, comme le port d'armes, voilà. Et moi qui avait grandi en France et qui était fier de cette richesse française, tout ça qui est hallucinante, je me rends compte que les générations après 70 ont petit à petit déshonoré l'héritage français. C'est comme si en fait l'héritage français était tellement puissant que les générations après les années 70 ont d'une certaine manière déshonoré cet héritage en s'asseyant dessus, au lieu de le protéger, de l'enrichir et de le continuer. Et je pense entre autres que c'est lié à des velléités liées à la modernisation et la féminisation, pas en tant qu'idéologie, mais en tant qu'instrument d'asservissement des peuples pour détruire l'instinct masculin, donc l'instinct subversif du peuple, qui à la base était là pour le protéger, et que rien n'a été fait par hasard. Je pense que la puissance de l'héritage français est telle qu'elle fait peur et qu'elle empêche certaines forces mondialistes de s'exprimer. Et donc il y a un vice d'une certaine manière mondial pour détruire ce qui reste de l'histoire des peuples, qui sont l'expression du peuple comme une force capable de se souverainer, de s'orienter, comment on dit, de pouvoir être acteur dans sa destinée. Et c'est pour ça que aujourd'hui je me rends compte à quel point cette notion de démocratie est une farce, parce que finalement aussi bien à gauche qu'à droite, les politiciens sont des grands rhétoriciens, et en fait et ont très bien compris, consciemment ou inconsciemment, que le peuple avait été, par la force des choses, avait été soumis, et donc aujourd'hui ce qu'on appelle démocratie n'est qu'un système pour que les peuples élisent leur maître. Et donc quand j'arrive aux États-Unis, je découvre des capacités de résistance hallucinantes. Et ça va peut-être choquer certains d'entre vous qui seraient peut-être athées et tout ça, mais elles reposent toutes sur la préservation du lien sacré du peuple américain avec Dieu. Et c'est fascinant parce que lorsque tu préserves
ton rapport à ta transcendance, ça te donne des forces et des capacités de résistance incroyables qui ont fait que le peuple américain, en grande partie, ne s'est pas agenouillé lorsque c'était le moment du Covid et ont refusé de se faire vacciner. Et symboliquement, c'est un truc fort. Et j'avoue aujourd'hui qu'il y a dans le peuple, et encore une fois, lorsque je communique mes pensées, mes réflexions, je ne suis pas dans l'idéalisation. Je suis bien conscient qu'il y a deux phases dans le peuple ou dans le populisme. Et si on déshonore le peuple, si on se fout de sa gueule trop longtemps, il peut devenir vraiment dégoûtant, horrible. Et là, on peut voir la facette ultra violente, voire barbare du populisme. Pour moi, le terme populisme, c'est un terme noble. Donc, mais voilà. Donc, et donc voilà, je suis. Lorsqu'on accepte de voir, et ben là, on a accès à des sagesses hallucinantes. Et donc, lorsque petit à petit j'ai enlevé mes mécanismes automatiques français de jugement de l'autre, jugement de culture, jugement du peuple, à ce moment-là, ça me permet d'accéder à des compréhensions difficilement accessibles dans les livres. Et donc il y a dans les peuples une forme de sagesse, là, pour moi j'appelle l'instinct du peuple ou la sagesse du peuple, et qui peut être surprenante et qui d'une certaine manière dépasse les intellectualismes et les certitudes de la bien-pensance. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai un amour profond, un respect du peuple. Je me sens chanceux d'avoir bénéficié des principes de l'assimilation en France. Et je souhaite à tout à chacun de développer un esprit critique et de s'affranchir de toute idéologie et d'aimer son prochain et aussi surtout de respecter et d'aimer le peuple qui pour moi a le droit de protéger son identité, qui a le droit d'être rationnel, cartésien, de se défendre. Certes, on peut critiquer les errements de chacun et les violences, et moi, en étant aux États-Unis, je n'ai aucune velléité pour que j'ai envie d'honorer ces gens, ces personnes qui sont à l'origine de l'histoire américaine et qui sont des hommes blancs. Je n'ai aucun malaise avec ça et j'ai pas envie qu'ils deviennent musulmans, tu vois. Donc moi je m'incline face à l'histoire des peuples, leurs origines, et si je peux apporter ma pierre, tant mieux, mais mon but n'est pas de créer une table rase, une destruction de ce qui est sacré et de mythique dans l'histoire des peuples. Voilà. Bref, j'en reparlerai un jour de manière un peu plus, moins intello, mais j'ai vraiment un grand plaisir à connecter à l'autre et à pas rencontrer un énième Californien ou New-Yorkais avec ses certitudes médiocres sur la nature humaine et sur la politique. Et donc voilà, mon rêve c'est de faire partie du peuple et d'une certaine manière créer quelque chose de fiable et d'authentique et de puissant. Voilà.
Voilà, c'était mon partage d'aujourd'hui. Je vous remercie encore. À bientôt. Salut.